Bonjour tout le monde, merci de votre participation à cette conférence ce matin. Donc le sujet, c'est l'évaluation financière des actifs de propriété intellectuelle. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, en tout cas cette notion d'actifs de propriété intellectuelle. Donc ça comprend les brevets, les marques, les dessins et modèles, donc ça vous devez certainement le connaître. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter globalement l'évaluation financière et ensuite insister sur un point qui concerne les prévisionnels de revenus dont on a besoin pour faire des bonnes évaluations financières. Voilà. Donc le sommaire s'articule sur trois grandes parties. On va commencer d'abord par des généralités, donc quelques rappels, quelques constats, la présentation aussi de notre cabinet. Ensuite, donc, on va présenter les différentes méthodes d'évaluation financière de la propriété intellectuelle. On se focalisera essentiellement sur une des méthodes dites classiques, qui est la méthode des revenus ou par les revenus. Et dans cette méthode, on va expliquer comment gagner en précision en estimant de façon plus, on va dire, réaliste des scénarios de pénétration de marché en utilisant un modèle qui s'appelle le modèle de Bass. Voilà. Donc je laisse mon collègue Arnaud faire une petite présentation de notre cabinet et de nous-mêmes aussi également. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet Santarelli Group, depuis 2021, le cabinet Ipside a finalisé l'acquisition de grands cabinets français, Santarelli et Borvalex. Et du coup, ça constitue en fait un nouveau leader en propriété industrielle en Europe. On est à peu près 255 collaborateurs en France et on a également une entité en Chine. Et on a environ une centaine d'ingénieurs, juristes et avocats qui accompagnent différents types de clients, de la start-up aux grands groupes industriels et aussi aux organismes de recherche pour la protection de leurs innovations. Du coup, je m'appelle Arnaud Guillou-Camargo, je suis ingénieur brevet donc, au cabinet Ipside. Et je co-anime cette présentation avec Mehdi Boudamidi, qui est associé au cabinet, responsable de la valorisation des actifs en pays au sein du cabinet, et également mandataire européen brevet. Donc on peut commencer par un constat qui reprend un peu ce qui se dit de plus en plus concernant ce qu'on appelle en fait l'économie de la connaissance. Donc depuis 2-3 décennies, en fait, on a basculé dans un paradigme économique un peu nouveau par rapport à ce qu'on constatait avant, c'est-à-dire l'économie de biens. Les entreprises avaient en fait des facilités pour évaluer financièrement leurs on va dire, biens matériels par des modèles classiques, et donc ça marchait plutôt bien. Et les normes comptables étaient plutôt dimensionnées pour ce type d'évaluation et ce type d'actifs. Et depuis, en fait, fin des années 90, des années 2000, on a vu que certaines entreprises, en fait, dépendaient de plus en plus des actifs immatériels, donc les brevets, les logiciels et autres. Et en fait, il y a une courbe qui montre que la concentration de valeur est essentiellement due à ces actifs immatériels. Donc ça représente par exemple 90% de la valeur des entreprises du S&P 500, qui est un indice des entreprises cotées technologiques cotées en bourse américaine. Et donc généralement, cet indice reflète très bien le marché, donc il donne un peu la tendance sur le marché mondial. Et 90%, c'est pas du tout négligeable, voire c'est le reste qui devient négligeable. Et on a vu par exemple certaines transactions récemment faites sur des réseaux sociaux comme Instagram, où il y avait 0 actif matériel, il n'y avait que de l'immatériel, et pour des transactions de plusieurs milliards de dollars en fait. Donc, mais le problème de ça, les méthodes d'évaluation, les normes comptables ne sont pas adaptées à l'inscription de ce genre de valeurs, sauf s'il y a une transaction qui est réalisée. Mais lorsqu'en fait une start-up, par exemple, crée de la valeur en innovant, en déposant des brevets, en créant des logiciels, et en fait, du moment que ces actifs n'ont pas fait l'objet de transactions, donc ils ne peuvent pas être correctement inscrits dans les bilans comptables, donc d'où la difficulté. Sachant que la valeur qui est sous-jacente est parfois considérable. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut estimer donc ces valeurs transactionnelles des actifs immatériels.
Bon, ça, donc, avant de présenter les méthodes, on va donner cet exemple en fait, qui a un peu donné la tendance depuis le début des années 2000. C'est la société IBM, qui est très connue, qui actuellement en fait, a connu quelques difficultés, mais reprend petit à petit avec son positionnement récent dans l'IA. Et donc en fait, dès 2004, environ 80% de la valeur de IBM était due aux actifs immatériels, donc essentiellement les brevets, les logiciels, les marques et le savoir-faire. Et ça paraît énorme parce que IBM, c'est une société gigantesque en fait, dans le domaine de l'informatique et autres aussi. Et 80%, c'est une valeur qui est très très importante. Et donc il y a eu un contrat par exemple en 1999 entre Dell et IBM qui a porté de licences croisées, c'est un accord de licences croisées, dont le montant s'élevait à 16 milliards de dollars en fait, sur 7 ans, ce qui est important pour des actifs immatériels, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas eu de transaction de biens matériels en fait, qui ont accompagné cette transaction-là. Donc on va présenter rapidement les principales méthodes utilisées pour évaluer financièrement un actif de propriété intellectuelle, mais avant cela, il faut bien déterminer en fait l'objet de l'évaluation financière. Donc la base, c'est estimer ce qu'on appelle un référentiel de valeur. Valeur, et je mets entre parenthèses monétaire parce que la valeur n'est pas que monétaire. On va le voir, il peut y avoir une valeur qualitative, donc ce qu'on appelle la qualité d'un actif. Et donc ce référentiel de valeur permet souvent, quand c'est réalisé, donc une négociation sur une bonne base, donc avec un référentiel représentatif de la valeur réelle en fait, de l'actif, et in fine, lorsqu'il y a transaction, déterminer un juste prix de la transaction. Il ne faut pas confondre entre valeur et juste prix. Donc quand on fait une estimation, donc une évaluation financière, on cherche juste à placer ce curseur sur le niveau espéré de la valeur dans des conditions normales. Mais après, le prix, lui, dépend d'autres paramètres, donc dépend de tous les paramètres de négociation qui sont en dehors du simple calcul d'estimation de valeur. Et donc les scénarios, les occasions plutôt les plus fréquentes pour réaliser une évaluation financière des actifs de propriété intellectuelle, j'en cite selon, pas l'importance, mais les plus fréquentes effectivement que nous on rencontre au cabinet. La levée de fonds, par exemple. Donc, ça permet d'avoir en fait une valorisation sur une base qui permet du coup de lever des fonds sans être lésé en fait en quelque sorte dans les répartitions des parts. Le transfert de technologie, que ce soit par cession d'actifs, donc de brevets, de marques ou par licence. C'est ce qu'on appelle le transfert de technologie, donc entre deux entreprises, entre différents acteurs. La cession d'entreprise globale, donc dans la mesure où les actifs immatériels font partie des actifs de l'entreprise, les opérations de fusion-acquisition ou tout simplement l'optimisation d'un portefeuille d'actifs. Donc on cherche à savoir quels sont les actifs qui ont le plus de valeur et comment choisir d'en garder ou d'en abandonner en fonction de cette valeur. Les introductions en bourse et malheureusement aussi certaines situations de liquidation judiciaire, auquel cas il faut procéder à des évaluations financières pour pouvoir faire des liquidations on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, comment on va pouvoir estimer en fait la valeur des brevets? Alors tout d'abord, il va falloir définir en fait l'objectif en fait de l'évaluation, et ensuite on va avoir deux types d'approches pour pouvoir réaliser cette évaluation. On va avoir tout d'abord l'approche quantitative où on va retrouver plusieurs méthodes. Alors tout d'abord la méthode des coûts en fait qui se base sur le coût qui serait nécessaire pour développer, alors que ce soit en interne ou en externe, l'invention qui est protégée par le brevet. Alors cette méthode, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne va pas être adaptée, et ça va être une méthode qui ne va pas être retenue par les experts pour évaluer les brevets dans des conditions, je dirais, normales de la vie d'une entreprise. Par contre, comme tout à l'heure le disait Mehdi, dans le cas malheureusement par exemple de liquidation judiciaire, ça va plutôt être cette méthode-là qui va être utilisée pour évaluer en fait la valeur de l'API dans l'entreprise. On va avoir une seconde méthode qui est la méthode du marché. Alors cette méthode-là, en fait, elle est basée sur des transactions qui sont déjà très connues, je dirais, dans le domaine technique de l'invention. Donc il y a
il y a déjà un premier critère qui est il faut que le marché existe déjà pour qu'on puisse, en fait, par entre guillemets analogie, en fait, pouvoir faire cette évaluation. Donc, dans le cas de technologies de rupture ou de nouveaux services, ça va être assez difficile, je dirais, d'accéder à ce type de données. Et pour cela, en fait, on va avoir une troisième méthode qui est la méthode des revenus, en fait, dans laquelle cette méthode-là, en fait, elle va être fondée sur les futures recettes que pourraient générer les brevets. Et donc, du coup, on va pouvoir donner une valeur sur les royalties que l'entreprise pourrait générer, ou en tout cas n'aurait pas à payer du fait qu'elle détient en fait un portefeuille brevet. On va avoir une quatrième méthode qui est avancée, où par exemple, ça va être le modèle de Black-Scholes, où on va faire une analogie entre finalement la valeur du portefeuille brevet peut se comporter comme une action. Donc en fait, c'est un modèle qui est beaucoup un modèle mathématique qui est beaucoup utilisé dans les marchés financiers, qui est assez complexe également, mais on peut aussi l'adapter pour certains besoins justement d'évaluation. Donc ça, c'était pour l'approche dite quantitative, pour donner une valeur monétaire finalement à l'actif en pays. On va avoir ensuite l'approche qualitative, en fait, qui va aller, je dirais, au-delà juste de cette valeur monétaire, et qui va, en fait, on va chercher à évaluer, donc, comme disait tout à l'heure Mehdi, finalement la qualité même, je dirais, du brevet, puisque on va pouvoir, avec cette approche qualitative, souligner quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du brevet. Ça va être aussi une approche qu'on va beaucoup utiliser, par exemple, pour classer ces titres de propriété industrielle au sein d'un portefeuille, pour les comparer également avec la concurrence. Et on va pouvoir aussi les utiliser donc, dans une approche combinée finalement avec l'approche quantitative. Et dans les méthodes qualitatives, on va avoir deux domaines. Les méthodes, je dirais, automatisées avec des logiciels, mais ça va souvent être finalement, les hypothèses qui sont utilisées pour évaluer qualitativement le titre sont souvent généralement des boîtes noires. Et aussi, il y a la méthode, je dirais, plutôt dite manuelle, qui sont développées au sein des cabinets et par les experts eux-mêmes, en fait, où toutes les hypothèses en fait, vont vraiment être présentées, et pour pouvoir comprendre en fait, pourquoi on arrive à tel score sur tel ou tel titre. Donc je me permets simplement d'ajouter par rapport à la méthode du marché dont a parlé Arnaud, une chose, c'est que même quand on trouve des technologies en fait similaires sur le marché, il faut que ces technologies aient fait l'objet de transactions pour qu'on puisse comparer, et que ces transactions aient été rendues publiques. Donc vous voyez bien que sur certaines technologies, effectivement, c'est difficile de trouver des analogues en fait pertinents. Et cette méthode n'est vraiment pas recommandée, sauf dans des cas de technologie extrêmement mature où il y a énormément de transactions. Ça se trouve aussi. Je donne comme ça par hasard, mais au hasard. Mais par exemple, si on prend les technologies agricoles sur des machines agricoles, effectivement, il y a un nombre de transactions qui ont été faites depuis 50 ans qui sont très, très représentatifs, et on peut déterminer certaines choses à partir de la méthode du marché. Et pour la méthode des coûts, la limite de cette méthode aussi, c'est que les coûts de remplacement, ça ne marche plus trop en fait. On l'a bien vu avec ChatGPT donc de OpenAI et DeepSeek. DeepSeek, enfin le modèle chinois pour ceux qui connaissent, en fait a eu peut-être 100 fois moins de coûts de développement que OpenAI, et pour des résultats presque, on va dire, aussi intéressants que ceux de OpenAI. Et donc la méthode des coûts, si on devait simplement estimer des coûts de remplacement d'une technologie, parfois vous avez des mécanismes industriels ou des situations qui permettent de diminuer, de baisser ces coûts, et donc la valeur de l'entreprise qui, elle, a eu des coûts réels s'en trouve un peu biaisée. Donc cette méthode-là n'est pas très précise. Et en fait, elle est utilisée pour obtenir ce qu'on appelle des valeurs de sauvegarde lorsqu'il y a une liquidation judiciaire. Donc, les liquidateurs qui font bien, on va dire, qui conduisent bien ce processus, mandatent des experts pour déjà estimer ce qu'a coûté en fait le brevet qui est en train d'être liquidé avec l'entreprise,
marchandise, et pour que le repreneur puisse au moins se positionner sur un niveau, on va dire, raisonnable de prix de rachat, par exemple. Et en fait, l'approche combinée, pour aussi rajouter un petit mot là-dessus, en fait, c'est une approche qui permet d'utiliser les deux aspects, donc l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif, parce que ces deux aspects sont corrélés. Vous vous imaginez bien qu'en fait, deux brevets qui vont générer des revenus identiques, mais qui ne sont pas de la même qualité, n'ont pas naturellement n'ont pas la même valeur. Et donc, c'est cette corrélation on peut zapper, oui. Cette corrélation-là, en fait, c'est ce qu'on cherche à déterminer quand on applique c'est l'approche combinée. Et donc, dans tout ça, il y a des normes, bien sûr. En fait, j'ai pris des normes en Europe, valables en Europe, mais il y a d'autres normes aux États-Unis. Donc, la norme principale pour les brevets, c'est la DIN 7700, c'est une norme allemande. Il y a une norme autrichienne aussi, et il y a une norme pour l'évaluation des marques, qui est une norme ISO. Donc, ces normes définissent quels sont, par exemple, les facteurs d'influence les plus importants, ce qu'il faut prendre en compte pour faire un exercice d'estimation de valeur précis, les pièges qu'il faut éviter. Donc, en fait, ça donne des directives pour que, finalement, on obtienne des rapports d'évaluation auditables sur quasiment tous les points. Voilà. Parce que tout le monde, effectivement, peut faire des évaluations, mais lorsque l'évaluation n'est pas auditable, cela pose un problème. Justement, en parlant de normes et de cette approche qualitative, on va rapidement montrer en quoi elle consiste, donc son principe. Donc, par exemple, si on prend le cas du brevet, parce que pour chaque actif, il faut comprendre que les facteurs ne sont pas les mêmes. Pour un brevet, on a certains facteurs qui sont spécifiques au brevet, parce qu'un brevet, c'est un document juridique avec une rédaction qui respecte certaines spécificités, donc il y a des revendications, il y a des descriptions techniques, des choses comme ça. Et il y a surtout une technologie sous-jacente. Lorsque pour une marque, on n'a pas de revendication, on n'a pas spécifiquement une technologie, on peut avoir un service qui n'est pas du tout technologique. Et donc, pour chaque actif, il y a une liste. Bon, on ne peut jamais être exhaustif, mais il y a des facteurs d'influence, comme vous voyez ici en satellite, qui sont les plus, on va dire, les plus pondérants. Donc, pour un brevet, ce qui va être le plus important à regarder, c'est la portée technique, ce qu'on appelle la portée de la revendication. Donc, c'est son effet de blocage. Est-ce que le brevet peut être facilement contourné ou pas ? Parce que si le brevet peut être facilement contourné, il ne sert à rien. Et sa valeur n'est pas très grande. Si un brevet bloque tous les contournements, même ceux qui sont les moins triviaux, sa portée, ce qu'on appelle, est large, et donc c'est un brevet qui est fort. Et donc cette portée technique va avoir vraiment un effet très très notable sur la valeur finale du brevet. Ensuite, vous avez bien sûr la portée territoriale, donc la couverture géographique. Plus elle est étendue sur les marchés d'intérêt, plus la valeur grandit proportionnellement, ce qui est totalement logique. Et donc, quand je dis portée territoriale, ce n'est pas le fait d'avoir une liste, une famille de brevets sur 120 pays, c'est d'avoir une famille de brevets sur les pays pertinents sur le marché concerné. Et les pays qui vont représenter, par exemple, à E3, à E4, plus de 80% de parts de marché. Vous prenez des secteurs comme l'aéronautique, tous les pays du monde ne sont pas des pays constructeurs d'aéronautique. Donc vous allez avoir 5 grands pays qui sont constructeurs d'aéronautique. Même certains pays très très puissants économiquement ne sont pas forcément constructeurs d'aéronautique. Et donc un brevet étendu dans des marchés qui présentent un intérêt limité, en fait, la traduction de cela en valeur va aussi être limitée. Vous avez aussi ce qu'on appelle la validité, parce que qui dit brevet dit un brevet valide. Il faut que l'invention soit réellement nouvelle et inventive, donc qu'elle respecte les critères de brevetabilité. Et donc cette validité s'estime en regardant s'il y a eu des délivrances auprès des offices majeurs, s'il y a eu des oppositions et donc des maintiens des brevets après les oppositions qui ont été formées. Donc tout ça, ces facteurs-là, en fait, on les note sur une échelle normée pour avoir à la fin ce qu'on appelle un score. Voilà, un score. Mais juste pour deux mots sur aussi, parce qu'en fait là on a deux classes de critères, donc des critères juridiques et d'autres critères techniques. Les critères juridiques dépendent du brevet en tant qu'objet juridique. Les critères techniques, eux, vont concerner la technologie sous-jacente du brevet. Et donc ce qu'on va regarder principalement, c'est la complexité technique ou la mise en œuvre. Plus une invention est complexe à mettre en œuvre, moins elle a de valeur, parce qu'il y a très peu d'acteurs dans le monde qui pourraient la refaire. Alors que des inventions simples, donc tout le monde peut effectivement tout le monde, avec un minimum en fait de moyens industriels, on peut déjà les réaliser. Et vous avez le nombre de domaines d'exploitation ou d'application. Donc plus vous avez de domaines pour une invention brevetée, mieux c'est pour l'évaluation financière, pour la valeur finale que vous estimez. Et donc vous venez calculer tout ça avec des formules linéaires, avec les différents poids, et vous placez ça sur un exemple. C'est un exemple en fait d'échelle de score. Et en fait, cette échelle-là, elle permet de donner un score qualitatif, comme vous savez les notations, les agences de notation.
Donc vous pouvez avoir un brevet de qualité supérieure, A, voire un A+, un brevet de qualité normale, moyenne, un B ou un C. Et donc c'est en fonction de ce score que vous pouvez par exemple choisir un taux de royalties. Les taux de royalties sont définis par le marché, donc c'est une statistique sur des transactions qui ont déjà été faites. Et donc vous avez une médiane, un quartile supérieur et un quartile inférieur. Si vous avez un score élevé, vous pouvez prétendre à un quartile supérieur par exemple. Et des fois c'est du simple au double. Donc parce que la médiane en brevet en taux de royalties c'est 5%, mais sur certains segments technologiques, ça peut monter à 10-12%. Et qui dit 10% ou 12%, c'est le double en fait de la médiane. Et donc la valorisation n'est pas la même. Et ça, c'est la corrélation dont je parlais tout à l'heure par rapport à la qualité de l'actif. Donc on va se focaliser, comme vous l'avez bien vu, sur le schéma. Sur ce schéma, donc une des méthodes, des 3 méthodes classiques, donc de gauche à droite, c'est la méthode des revenus, qui est celle la plus recommandée par les experts, et en fait qui permet d'estimer le potentiel futur du brevet. C'est ça qui intéresse finalement. Et donc en fait, on a une technologie brevetée et on va chercher à savoir quel va être son potentiel sur une durée de prévision. Et donc il y a 2 variantes. Il y a j'en parle très rapidement. Et donc il y a ce qu'on appelle une méthode d'actualisation des flux de trésorerie ou du bénéfice supplémentaire. Enfin les deux, c'est des méthodes d'actualisation. Mais en fait, ce qu'on appelle le bénéfice supplémentaire, c'est de chercher dans une entreprise quel est le bénéfice supplémentaire généré spécifiquement par le brevet évalué. Et souvent, cet exercice est très compliqué parce que pour les entreprises qui ont un brevet, on peut à la limite l'estimer de façon assez précise. Mais lorsque vous commencez à avoir des familles de cinquantaines, centaines, voire un millier de brevets, savoir quelle est la part dans le bénéfice supplémentaire de tel brevet, c'est souvent assez difficile. Et donc ça prend du temps, c'est chronophage et c'est compliqué. Il faut un travail assez précis avec le titulaire lui-même. Voilà, donc cette méthode-là est un peu délaissée. Parce qu'il y a une méthode qui fait plutôt consensus, c'est la deuxième. C'est ce qu'on appelle l'exonération de redevance ou l'analogie de prix de licence, moi je l'appelle comme ça. C'est le royalty relief. En fait, c'est en gros, vous cherchez à estimer le prix de licence que vous évitez à votre entreprise de payer parce que vous êtes titulaire de ce brevet. Et donc pour cela, en fait, il y a une formule qui fait plutôt consensus entre les experts. C'est une formule, ça peut parler à certains qui connaissent le modèle DCF, c'est un modèle classique, c'est le discounted cash flow, c'est on calcule la valeur actuelle nette d'un actif, quel qu'il soit. Ça peut aussi être un actif matériel. Et donc vous avez, pourquoi d'ailleurs on calcule la valeur actuelle nette? Parce que quand on estime des choses dans le futur, il faut qu'on actualise par rapport au présent. Donc ça, c'est le modèle mathématique. Ça a fait l'objet d'un prix Nobel dans les années 80. Donc c'est un très vieux modèle. Et la difficulté de ce modèle, c'est comment l'utiliser pour différents actifs, dans différentes situations. Donc dans la variante que j'ai présentée, en fait, on applique simplement un R majuscule qui est le taux de redevance à le terme FLP que vous voyez en fait au numérateur, c'est les flux de revenus qui vont être générés sur une période de prévision. Et donc le grand R, c'est le taux de redevance. Et ensuite, en bas, vous avez l'actualisation classique. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça dépend des risques industriels, des risques marchés qu'on constate. Et des fois, il y a des primes de risque qui sont aussi liées à l'actif étudié. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a 2 termes. En haut, c'est FLP et R. R, c'est le taux de redevance. Globalement, on l'estime précisément parce qu'on a des statistiques. Tout le monde peut avoir le même résultat. Mais la difficulté, c'est le FLP. Le FLP, donc, c'est les revenus sur 5 ans, par exemple. Donc, une période de prévision de 5 ans. Oui, on peut passer à la slide. Et donc, pour ce FLP, on fait des études de marché, on fait des prévisionnels de revenus, on fait ce qu'on appelle des analyses multiscénarios, parce qu'en fait, une évaluation qui ne donne pas plusieurs scénarios est une évaluation qui n'est pas auditable. Vous ne pouvez pas simplement prendre un scénario optimiste ou réaliste ou prudent, il faut prendre les 3, avec des probabilités différentes. Cette approche, en fait, elle a été théorisée par McKinsey, le cabinet McKinsey, pour faire des études de marché. Vous prenez même le scénario qui est le moins favorable pour vous, avec parfois des pertes. Et donc, mais vous donnez un poids en justifiant pourquoi vous prenez telle probabilité. Et donc, le multiscénario présente beaucoup de limites. Parce qu'en fait, vous vous basez sur des statistiques de pénétration sur des segments qui sont connus, matures, et donc pour les technologies qui sont nouvelles ou de rupture, vous n'avez pas encore une fois d'équivalent. Et il est difficile, par exemple, il aurait été difficile pour ceux qui faisaient des études de marché avant la sortie du premier iPhone, de savoir vraiment quelle va être la courbe de pénétration de l'iPhone en fait, parmi les utilisateurs, les futurs utilisateurs. Parce qu'il n'avait pas d'équivalent, tout simplement. Et donc d'où le modèle de Bass, qui est un modèle
adaptés, donc je laisse Arnaud le présenter, adaptés à ce genre de produits ou de technologies qui n'ont pas spécialement d'équivalent sur le marché. Alors, du coup, en quelques minutes, en fait, le modèle de diffusion de Bass, donc c'est un modèle empirique qui est basé sur des travaux sociologiques des années 60. Puisque à cette époque-là, donc c'était les 30 glorieuses, il y avait un boom économique et de plus en plus de sociologues en fait se sont posé la question finalement comment va se diffuser une innovation dans la population et surtout dans le temps. Donc le modèle de Bass en fait il va décrire la diffusion des innovations technologiques dans une population. Il faut savoir que c'est un des modèles empiriques qui est les plus cités dans les articles sur le marketing. Et bonne nouvelle, c'est un modèle qui est assez condensé en fait pour rester mathématiquement sobre. Donc, et il est facilement compréhensible et à mettre en œuvre. L'hypothèse, c'est qu'en fait l'adoption d'une innovation, en fait, ça va être le résultat de deux composantes d'après Bass. Tout d'abord, on va avoir un phénomène de contagion qui est fonction finalement du nombre d'individus ayant déjà adopté l'innovation. Donc on va appeler les innovateurs et on va avoir des imitateurs en fait, qui vont imiter les innovateurs. Et puis on va avoir ce qu'on appelle aussi un phénomène normal de saturation en fait, qui est lié à la taille du marché potentiel. Et en fait ce modèle, il fonctionne assez bien parce qu'en fait il a été utilisé dans des études de prévision de la demande, notamment que ce soit des produits ou même des services, par exemple pour Internet, la téléphonie mobile ou des téléviseurs. Donc là, vous voyez la fameuse formule en fait où n petit nt en fait qui est donc le nombre de nouveaux acheteurs à une année T. En fait, donc c'est la somme des innovateurs à l'année n-1. T-1 pardon, et la somme des imitateurs aussi dans la population à l'année donc T-1. Et en fait, on va avoir trois paramètres du coup qui sont on va avoir effectivement, il faut connaître le potentiel global du marché et on va avoir ensuite donc deux coefficients, un qui est lié finalement à la population des innovateurs, donc c'est petit p, et un autre à la population des imitateurs, petit q. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est surtout la répartition en fait, de la population. Donc les innovateurs, c'est une courbe en cloche, c'est une courbe de Gauss. Donc vous avez les premiers adoptants, les innovateurs qui prennent une technologie très tôt. Si on prend l'exemple de ChatGPT, effectivement, la majorité des personnes commencent à en parler que récemment, mais en fait, les innovateurs ont pris l'innovation à sa sortie. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez les early adopters, en fait, ceux qui prennent très tôt parce qu'ils sont dans des situations qui leur permettent d'être au courant des derniers produits, dernières innovations. Ensuite, vous avez la majorité, parce que vous avez une médiatisation qui va accompagner le déploiement d'une technologie ou d'un nouveau service ou d'un produit. Ensuite, vous avez la majorité, on va dire, retardataire, un peu en retard, quoi, le late majority, donc qui, elle, va suivre pour différentes raisons. Et vous avez bien sûr les retardataires. Et donc, ça nous donne, en fait, sur la courbe qu'on appelle la S-curve, une courbe cumulative en S. Vous avez les innovateurs très peu avant, puis en fait, il y a les early adopters qui se rajoutent, puis il y a la early majority, etc., jusqu'à obtenir 100% du marché adressable au bout de je ne sais pas combien de périodes, combien de temps. Et cette courbe en S peut être contractée ou dilatée. Vous avez des choses qui entrent très rapidement, donc vous avez un S plutôt resserré, ou d'un S dilaté comme ici, où en fait le produit met du temps, comme la voiture électrique. C'est un exemple très parlant d'ailleurs, la voiture électrique. Les innovateurs, il y a déjà plusieurs, je sais pas, peut-être 10-20 ans, et là, on est encore peut-être en early adopters, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, notamment situation politique, des choses comme ça, et donc des réglementations. Et en fait, les P et Q, c'est des paramètres qui sont déterminants parce qu'ils dépendent soit du secteur technologique, soit du pays, de la région. Donc on les détermine soit par l'un ou l'autre, ou les deux. Ça dépend de ce qu'on est en train d'évaluer. Si c'est une invention dans les télécoms, on peut prendre ici le secteur télécom. Si ça concerne que l'Amérique du Nord, il vaut mieux en fait corréler ça avec l'Amérique du Nord et pas prendre les P et Q du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine. Voilà, en fait, parce que c'est des dynamiques qui sont sociologiques et donc qui vont dépendre aussi des régions. Oui, en 2 minutes ou non? Bon. Ça, c'était un exemple d'application. Ensuite, on avait fini d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous retrouver au stand A04. Sur le salon. Voilà, sur le salon pour ceux qui restent. Voilà. Bon, merci de votre Merci attention. beaucoup de votre attention.